Vous êtes Lucius Annaeus Seneca, l'un des esprits les plus brillants de l'Empire, philosophe stoïcien, bras droit de l'empereur Néron. Vous essayez de vous concentrer sur des pensées éternelles. Mais votre appartement se trouve juste au-dessus d'un bain public. D'en bas monte une cacophonie infernale, les claquements des paumes des masseurs sur des dos gras, les cris des vendeurs de petits pains, et le son le plus horrible de tous, les hurlements des clients à qui l'on arrache les poils des aisselles avec des pincettes. Mais le bruit, ce n'est que la moitié du problème. Sénéca étouffe à cause de l'odeur, un mélange épais et collant de sueur, d'huile rance et d'humidité. Le grand philosophe se pince le nez et comprend une ironie terrible. Ce que les Romains appellent le sommet de la civilisation et de la propreté est en réalité une fosse puante. Derrière les façades de marbre et les toges d'un blanc éclatant, l'Empire se noyait littéralement dans ses propres immondices. Oubliez une minute le rhum de marbre blanc des films, où des fontaines jaillissent dans chaque plan. Au tout début, au 6e, 4e siècle avant notre ère, la ville éternelle était en gros un village grossi, poussiéreux et incroyablement nauséabond. 50, peut-être 100 000 personnes se serraient les unes contre les autres dans un labyrinthe de ruelles tortueuses. Et elles avaient toutes le même problème, humiliant. Elles avaient terriblement soif. Le matin d'un Romain de cette époque commençait par une lutte pour survivre. Le soleil tape déjà sur les tuiles. Et la première tâche, c'est simplement de trouver de l'eau pour tenir jusqu'au déjeuner. Il n'y a que 2 options, et elles sont toutes les 2 lamentables. La première, c'est le puits dans la cour. Mais Rome est bâtie sur des collines, le sol y est capricieux. Pendant la saison sèche, quand la chaleur fait comme fondre les pierres, l'eau descend très bas. Le seau racle le fond avec un grincement et ne remonte qu'une boue liquide et brune. La deuxième option, c'est le Tibre. La grande rivière de la ville était peu profonde, rapide et déjà à l'époque d'une saleté extrême. Les pluies y entraînaient le fumier des pâturages, les rejets des tanneries et les eaux sales dévalant des collines. Boire le Tibre, c'était jouer à une loterie mortelle avec ses propres intestins. La ville étouffait. Rome voulait grandir. Le Sénat rêvait de temples touchant le ciel. Mais tout butait sur la physiologie. Impossible de construire le Colisée si les ouvriers gisent avec la dysenterie. Sans source d'eau fiable, Rome était condamnée à rester un trou provincial. Tout change en 312 avant notre ère. Entre en scène Appius Claudius Caecus. Censeur, homme politique dur, avec une ténacité de bulldog. Il comprenait une vérité simple qui avait échappé aux généraux. Le peuple n'a pas besoin seulement de victoire sur les Samnites. Le peuple a besoin d'avoir de l'eau dans sa cruche. Appius lance un projet fou pour son époque, l'Aqua Appia, le premier aqueduc. Ce n'était pas une simple rigole, mais une merveille d'ingénierie longue de 16 kilomètres, et presque entièrement cachée sous terre, pas pour la beauté, mais pour que l'ennemi, en cas de siège, ne coupe pas l'artère de la ville. Le jour où, au Forum Boarium, le marché le plus sale de la ville, un flot jaillit d'une goulotte de pierre, l'histoire bascule. Une eau pure, glacée, transparente, arrivée de plusieurs milles depuis des sources souterraines. Pour les citoyens, c'était de la magie. Appius Claudius devient en un instant un demi-dieu. Il montre à l'élite un nouveau chemin vers le pouvoir. Avant, pour devenir grand, il fallait rapporter à Rome une montagne de têtes ennemies coupées. Maintenant, il suffisait de poser une conduite. L'eau devient une monnaie politique. Vous contrôlez le robinet, vous contrôlez la foule. Après la mort d'Appius, une véritable fièvre de l'eau s'empare de Rome. Chaque politicien ambitieux, chaque empereur, se croit obligé de surpasser son prédécesseur. Tu as construit un aqueduc de 20 km ? J'en construis un de 60. Le tien est souterrain ? Le mien passera sur des arches hautes comme un immeuble de 10 étages pour que tout le monde voie ma grandeur. Au 1er siècle de notre ère, 11 tentacules géants de pierre s'étirent déjà jusqu'à la capitale. La longueur totale du système approche les 500 km. C'est un triomphe d'ingénierie. L'eau devient indécemment, provoquamment abondante. Elle coule jour et nuit de centaines de fontaines publiques. Et elle ne s'arrête pas une seconde. Il n'existe pas de robinet pour couper le flux. Et de toute façon, on n'en avait pas besoin. N'importe quel mendiant pouvait s'approcher, se laver le visage et boire la meilleure eau du monde. Les Romains s'enivrent de cette abondance. Ils ont l'impression d'avoir vaincu la nature,
d'avoir mis en esclavage Neptune, le dieu des eaux. Mais ils ne savent pas qu'avec cette fraîcheur cristalline, un ennemi invisible commence à entrer dans leur maison. Et le problème ne vient pas de la source, mais de ce dans quoi on a emballé cette eau. Démontons maintenant un mythe populaire. On dit que l'Empire romain s'est effondré non parce que les barbares étaient plus forts, ni à cause de la corruption. On raconte que les Romains seraient simplement devenus fous à force d'être empoisonnés au plomb. Ils ont posé des tuyaux, bu un peu d'eau, et voilà une démence de masse et l'infertilité. C'est séduisant, mais dès qu'on creuse, l'histoire devient bien plus effrayante et bien plus complexe. Le plomb était partout, un matériau universel, bon marché et incroyablement pratique. Les Romains l'appelaient plumbum, d'où le mot plumbing, la plomberie. Et ils en étaient obsédés. On ne faisait pas que des tuyaux en plomb, des fistulae. Les élégants s'en blanchissaient le visage. On en coulait des statuettes, des jouets, des poids de balance. Mais c'est en cuisine que l'usage le plus fou apparaît. Les cuisiniers découvrent un effet chimique étrange. Si l'on fait bouillir du mou de raisin aigre dans un chaudron en plomb, il devient sucré. Il se forme de l'acétate de plomb, le sucre de plomb. Dans le vin bon marché, on ajoute ce sirop mortel, appelé sapa ou défrutum, et on obtient une boisson haut de gamme au goût agréable. L'élite romaine saupoudre littéralement sa nourriture de poison. Elle vit dans une capsule de plomb, elle respire du plomb, elle mange du plomb et elle en boit même, en croyant toucher au raffinement suprême. Vous pensez qu'ils ne soupçonnaient absolument rien du danger? La réalité est différente. Il y a un homme qui criait cela sur tous les toits, Marc Vitruvius Polion, l'architecte majeur de son temps. Dans son traité, il écrit sans détour « Regardez les plombiers ». Vitruve décrit les ouvriers des ateliers de plomb comme des morts vivants. Peau pâle, mains tremblantes, regard vide, mort précoce. Il supplie qu'on utilise des conduites en argile. L'eau de l'argile est plus savoureuse et plus saine, écrit-il. Mais l'économie et la paresse l'emportent. Les tuyaux d'argile sont lourds, fragiles. Difficiles à raccorder, une petite erreur et ça fuit. Et le plomb, le rêve du constructeur, mou, flexible, se soude en 1 minute. La commodité a écrasé le bon sens. Rome a continué à s'enfermer dans le métal en ignorant les mains tremblantes des artisans. Et là, on arrive au grand paradoxe. Si les tuyaux étaient toxiques, pourquoi Rome ne s'est-elle pas éteinte en 1 génération? Pourquoi les légions continuaient-elles à marcher et les sénateurs à prononcer des discours? La réponse se trouve dans l'eau elle-même. Elle était très dure. Elle venait de montagnes calcaires et elle était saturée de calcium et de magnésium. Au bout de quelques mois seulement, une couche épaisse de carbonate de calcium se formait à l'intérieur du tuyau de plomb, la fameuse incrustation. Ce dépôt pierreux faisait office d'isolant parfait. En pratique, le flux d'eau touchait à peine le métal. La nature a créé elle-même une barrière protectrice, sauvant des millions de vies. Les analyses d'os de simples citoyens montrent, oui, il y a plus de plomb que la norme, mais pas au point d'être mortel. Le réseau d'eau ne les tuait pas. L'ironie, c'est ailleurs, c'est le luxe qui tuait. Le simple plébéien qui buvait à la fontaine de rue après un passage dans des conduites déjà calcinées était en meilleure santé que l'empereur. Parce que le maître du monde buvait du vin cher, adouci au sucre de plomb dans une jolie coupe. Le plomb était la maladie des riches. Mais si l'eau du tuyau était relativement sûre, l'endroit où elle arrivait ensuite devenait une véritable usine à mort. Bienvenue dans les termes romains. Pour comprendre pourquoi les Romains plongeaient dans cette eau malgré les risques, il faut saisir une chose. Les thermes n'étaient pas un endroit seulement pour se laver, c'était un univers. On construisait en ville des complexes gigantesques. Ils réunissaient une salle de sport chic, une bibliothèque publique, un centre commercial, une salle de négociation et un bar. Et l'entrée coûtait presque rien. Un quadrince, un quart d'as. Le vagabond le plus pauvre pouvait s'offrir ce luxe tous les jours. Les thermes étaient le grand égalisateur. Nu, un sénateur dans la vapeur ne se distinguait pas d'un boucher nu, sauf peut-être par la mollesse de ses muscles. Le Romain ne venait pas ici pour une demi-heure, juste pour enlever la poussière de la route. Il venait y vivre. D'abord, la palestre, jouer à la balle ou soulever du fer pour bien transpirer. Ensuite, la bibliothèque. Discuter avec un air intelligent des dernières nouvelles ou des ragots sur les maîtresses de l'empereur. Puis, le massage.
Des esclaves pétrissent les flancs et frottent des huiles coûteuses. Et seulement après, le long chemin à travers des salles de températures différentes, du tiepidarium tiède jusqu'au caldarium infernal. Les empereurs comprenaient parfaitement la magie des thermes. C'était la façon la plus efficace d'acheter l'amour du peuple. Agrippa, gendre d'Auguste, a été le premier à saisir l'astuce. Il a construit des bains somptueux et a rendu l'entrée gratuite pendant une année entière. C'était une drogue politique. La formule du pouvoir sonnait ainsi: du pain, des jeux et de l'eau chaude. Un plèbe propre, c'est un plèbe calme. Quelqu'un qui vient de passer 3 heures à transpirer dans une salle de marbre sous un plafond de mosaïque se sent citoyen d'un grand empire, pas un haillonneux. Il pense moins à la révolte et davantage à la grandeur de César. Mais cette gigantomanie impériale a joué un sale tour. Les dirigeants ont commencé à rivaliser, non sur la qualité, mais sur la taille. Les thermes de Caracalla pouvaient accueillir 1600 personnes en même temps, ceux de Dioclétian jusqu'à 3000. Les chaises donnaient le vertige. 3000 corps moites et sales dans un même espace clos. Et là, c'est la physique qui s'impose. Oui, les aqueducs apportaient des millions de litres, mais même leur puissance ne suffisait pas à assurer un renouvellement continu de l'eau dans des bassins aussi gigantesques. Remplir la grande piscine prenait des jours, voire des semaines. Donc, on ne changeait pas l'eau après chaque visiteur. On ne la changeait même pas une fois par jour. Plus l'architecture devenait grandiose, plus vite l'eau se transformait en bouillon. Des milliers de personnes y lavaient la même chose: huile d'olive, sueur, poussière, squame, sécrétion de corps malades, dans une seule et même eau stagnante. Le soir, le bassin luxueux devenait une boue trouble, couverte d'un film gras. Et cette boue devenait une arme biologique idéale, que les Romains testaient volontairement sur eux-mêmes chaque jour. Entrons dans la salle la plus chaude, le caldarium. C'est humide, une vapeur épaisse flotte. La température de l'eau se maintient autour de 35-40 degrés. Pour l'être humain, c'est le bonheur. Chaque muscle se relâche. Mais pour la microbiologie, c'est un signal d'attaque. Une eau tiède, stagnante, sans antiseptique, c'est l'incubateur parfait. À cette température, la population d'Escherichia coli double toutes les 20 minutes. Le calcul est simple: une seule personne entre avec un dérangement intestinal, et à Rome il y en avait des milliers, et en 1 heure, le bassin grouille de bactéries. Le soir, la concentration de pathogènes pouvait être telle qu'une seule gorgée vous envoyait retrouver les ancêtres. Et les Romains y plongeaient la tête la première. Les médecins de l'époque n'étaient pas aveugles. Le grand Galène, star médicale du IIe siècle, voyait très bien le lien. Il écrivait directement que fréquenter les thermes publics, c'était le chemin assuré vers l'ophtalmie, autrement dit une sévère inflammation purulente des yeux. Galène était le médecin personnel de l'empereur Marc Aurelius et lui donnait un conseil concret: tu veux vivre, n'y va pas. L'empereur l'écoutait et se lavait dans ses appartements. Le simple plébéien, lui, n'avait pas le choix, soit rester sale, soit risquer ses yeux. Mais le pire commençait au moment du nettoyage. Le savon n'existait pas. À la place, on utilisait de l'huile d'olive et le strigile, un grattoir métallique incurvé. La procédure ressemblait à ça. Un esclave enduisait le corps d'huile, attendait que la saleté ramollisse, puis commençait à racler cette couche avec force, à coups de fer. Le grattoir, évidemment, n'était pas stérile. Il griffait la peau, laissant des centaines de micro-coupures. La personne, avec ses plaies fraîches, s'asseyait peau nue sur un banc de marbre, où, avant elle, une centaine de gens avaient posé des furoncles, des mycoses et des ulcères ouverts. L'infection entrait dans le sang en un instant. Une simple sortie pour se laver finissait souvent en érysipèle, en gangrène ou en septicémie. Et si les microbes tuaient lentement, le bâtiment lui-même pouvait tuer d'un coup. Les Romains étaient fiers de l'hypocauste, le chauffage des sols par de l'air brûlant venu de fours situés au sous-sol. C'est génial tant que tout est étanche, mais qu'une fissure apparaisse dans le sol et le monoxyde de carbone commence à se glisser dans la salle de vapeur. Il n'a pas d'odeur. Le visiteur ressent une agréable fatigue, ferme les yeux, glisse sous l'eau et ne se réveille plus. La mort au bain était si banale qu'elle est devenue un cliché littéraire.
Après avoir survécu à ce palais de vapeur et de mort, le Romain sentait souvent l'appel de la nature, et il se dirigeait vers l'endroit le plus humiliant de toute la ville, les toilettes publiques. Le visiteur, rescapé des thermes, allait à la latrine. Et là, nos notions habituelles de honte disparaissent. Pas de cabine, pas de cloison, pas d'intimité. Vous entrez dans une grande pièce. Le long des murs court un banc de marbre ou de pierre. À intervalles réguliers, on y a découpé des trous bien nets. 20, 30 et dans les grandes villes comme Ostie, jusqu'à 80 places, côte à côte. Vous vous asseyez et à un demi-mètre, vous fixant droit dans les yeux, il y a le voyen, un marchand de poissons du forum, et de l'autre côté, un sénateur en train de conclure un contrat avec un entrepreneur. Et tous font exactement la même chose. Pour nous, c'est surréaliste. Pour eux, c'est normal. La culture gréco-romaine ne voyait rien de honteux dans le corps. Le corps est un mécanisme qui remplit ses fonctions. Ce qui inspirait la honte, c'étaient les mauvaises actions. Trahir, se montrer lâche, pas la physiologie. Mieux encore, les latrines étaient un club officieux. Dans cette atmosphère de franchise totale, on parlait plus librement qu'au Sénat. On colportait des ragots, on négociait, on réglait des affaires. Le grand Cicéron se vantait un jour d'avoir appris les détails d'un complot politique précisément aux toilettes, l'endroit où les masques tombent et où l'on peut parler franchement. Regardons l'ingénierie. Juste au niveau des pieds, le long du banc, passe un petit canal d'eau courante. Il servait à rincer l'outil d'hygiène. Mais cette eau ne restait pas sur place. Elle coulait le long de toute la rangée. Celui qui était assis au bout de ce banc de 80 places recevait une eau qui avait déjà rincé les déchets de 80 personnes. Elles transportaient tout ce qu'elles avaient laissé. Et au moindre remous, elles créaient un nuage de bactéries et de particules fécales qui se déposaient sur la peau et entraient dans les poumons. Celui qui se trouvait à la source avait une eau propre. Celui qui était à la fin, un concentré de toutes les infections intestinales de la ville. Mais même ça pâlit face à ce qu'ils utilisaient pour s'essuyer. Et cela mérite un chapitre à part dans notre enquête. C'est fait. Et la main se tend machinalement vers quelque chose pour se nettoyer. Le papier n'existe pas encore. À la place, dans un seau d'eau trouble, il est là, le tersorium, ou comme on l'appelait, le xylospongium, une éponge de mer attachée à un bâton. Et là commence le vrai cauchemar. Le tersorium était réutilisable et il était collectif. Une seule éponge pour tout le monde, du patricien à l'esclave. Vous prenez ce bâton que quelqu'un avec une éruption vient d'utiliser, vous faites ce que vous avez à faire. Puis vous le rincez simplement dans le canal d'eau courante ou vous le trempez dans un seau de vinaigre. Les Romains croyaient sincèrement que le vinaigre et l'eau salée tuaient les microbes. C'était une erreur fatale. Le vinaigre perturbait à peine les bactéries, mais n'agissait presque pas contre les œufs de verre. L'archéologie l'a confirmé de façon cruelle. Dans le fort de Vindolanda, en Bretagne, des fouilles ont retrouvé des tersoriums conservés. Les scientifiques les ont passés au microscope et ont vu l'horreur. Les éponges étaient bourrées d'œufs de trichocéphales et d'ascarides. Une personne infectée venait à la latrine, utilisait l'éponge et y laissait un cadeau. Les 10, 20, 50 visiteurs suivants, en utilisant le même bâton, se frottaient mécaniquement les parasites directement dans le corps. C'était une chaîne de transmission d'helminth qui fonctionnait sans panne pendant des siècles. Mais si le bâton à éponge tuait lentement, la structure même des toilettes pouvait tuer d'un coup. Les égouts romains n'avaient pas de siphon hydraulique, ce fameux coude rempli d'eau qui bloque les odeurs. Le conduit allait directement vers l'égout principal, une voie ouverte. Les gaz issus de la putréfaction, méthane, hydrogène sulfuré, montaient sans obstacle, directement dans la pièce. La latrine devenait un réservoir de gaz explosifs. Parfois, la concentration de méthane atteignait un point critique. Un visiteur entrait avec une lampe à huile ou une torche pour éclairer un coin sombre, et il y avait une explosion. Les sources romaines racontent des cas où des flammes jaillissaient des trous des latrines, brûlant ou tuant des gens. Les citoyens étaient superstitieux. Ils pensaient que des démons vivaient dans les égouts et crachaient du feu. Ils gravaient sur les murs des toilettes des formules et des images de la déesse Fortuna pour en sortir vivants. Mais ce n'étaient pas des démons, c'était la physique et l'absence de ventilation. Tout cela, des latrines, s'écoulait vers l'artère principale du Rome souterrain, vers son cœur noir, la Cloaca Maxima. Sous vos pieds, sous l'éclat du marbre et le tumulte des marchés,
vivait un monstre. On ne le voyait pas, mais on entendait son grondement la nuit. Son nom, Cloaca Maxima, la grande cloaque. Non pas un triomphe de l'ingénierie, mais l'estomac insatiable de la ville. Elle est née bien avant César. Les vieux rois étrusques, pratiques et cruels, en avaient assez de la puanteur du marécage au centre du bourg. Ils ont fait venir des esclaves pour creuser un fossé gigantesque. Plus tard, lorsque Rome s'est enrichie, on a recouvert cette tranchée d'une voûte de pierre pour cacher la honte. Mais la honte n'a pas disparu, elle est simplement passée sous terre. Tout y tombait. Le sang et les entrailles des abattoirs qui teintaient le courant en brun. Le contenu de millions de pots de chambre que les ménagères vidaient directement par les fenêtres. Des chats et des chiens morts, et parfois même des cadavres de pauvres que personne n'allait enterrer. Tout ce mélange rampait lentement sous les rues, et avec un glouglou satisfait, se déversait directement dans le Tibre, et pas quelque part en périphérie, en plein cœur de la ville, près du Forum Boarium. La rivière, en aval, se transformait immédiatement en poison. Boire là, c'était du suicide. Mais les Romains, sans la moindre gêne, prenaient cette eau pour arroser les potagers. Et la récolte empoisonnée était ensuite vendue sur les mêmes marchés. Parfois, le monstre se réveillait. La cloaque était reliée directement au Tibre. Quand les pluies d'automne arrivaient et que la rivière gonflait, elle se mettait à couler en sens inverse. L'eau frappait les égouts et repoussait le contenu vers la ville. On appelait ça le retour de flamme. Au rez-de-chaussée des insulets, dans les logements des pauvres, c'était le chaos. Une boue noire et épaisse suintait sous le sol, jaillissait des canalisations, remplissait les pièces jusqu'à la taille. Dans l'eau flottaient des rats et des excréments. Les gens, paniqués, attrapaient les enfants et grimpaient aux étages, pendant que leur maison se noyait. Quand l'eau se retirait, elle laissait sur les murs une couche épaisse de limon collant. Et une semaine après l'inondation, une épidémie balayait Rome. Dysenterie, typhus, choléra. La cloaque, censée nettoyer, se transformait en assassin entrant dans chaque maison. Mais même en fonctionnement normal, l'égout nourrissait une autre menace. Elle finissait dans l'assiette de chaque Romain, avec le pain croustillant et les légumes frais. On pourrait croire qu'on ne peut pas faire pire, mais les Romains ont décidé qu'il ne fallait pas gaspiller, et ils ont transformé leurs déchets en nourriture. Les agronomes, Columella, Varron, donnaient des instructions précises aux fermiers. Le meilleur engrais, c'est l'humain. Dans la ville, une véritable caste de travailleurs existait, les stercorari. La nuit, ils écopaient les fosses, chargeaient cela sur des charrettes et emmenaient le tout hors de la ville pour le vendre. Le fermier engraissait généreusement ses planches de choux et de salade. Les légumes poussaient énormes et juteux. Et avec eux, sur les feuilles et dans la terre, les œufs de verre se portaient à merveille, survivant tranquillement au voyage du pot de chambre jusqu'à la table. C'était un cycle parfait, fermé, d'autocontamination. Le Romain mangeait une salade et recevait sa ration de parasites. Les parasites se multipliaient, sortaient naturellement. On les récoltait, on les emmenait au champ, on engraissait la salade. Le cercle se refermait. L'archéologie est implacable. En 2016, des chercheurs de Cambridge ont étudié des excréments romains fossilisés, des coprolites. Les résultats ont choqué. Chez les civilisés romains, avec leurs aqueducs et leurs bains, il y avait plus de parasites que chez les habitants de l'âge du fer ou les paysans médiévaux. Ils perdaient en hygiène face aux barbares qu'ils méprisaient. Et l'armée encaissait cela de plein fouet. Les légions, la fierté de l'Empire. On s'imagine qu'elles mouraient sous l'épée, c'est faux. Le grand tueur du légionnaire, c'était la diarrhée. Dans les camps militaires, la promiscuité était monstrueuse. Un seul soldat malade, qui ne se lavait pas les mains, pouvait en une semaine mettre hors service une centurie entière. Les pertes non liées au combat, dues à la dysenterie et aux infections, dépassaient de loin les pertes au combat. Les troupes d'élite ne pouvaient pas se mettre en formation parce que la moitié des hommes ne pouvaient pas quitter le pot. La discipline est impuissante face à l'amibe. Ce tourbillon infini de saleté préparait le terrain pour un coup dont l'Empire ne se remettra pas. Un coup venu de l'Est. Le tonnerre éclate en 165 de notre ère. Rome est au sommet de sa puissance. Les légions reviennent d'Orient, d'une campagne victorieuse contre les Parthes.
Elles ramènent de l'or, des esclaves, des soies et un passager invisible dans leur corps. Dans la capitale, des gens commencent à s'effondrer en pleine rue. Les symptômes sont cauchemardesques, fièvre, gorge sèche, éruption qui se transforme en croûte noire. La personne pourrit vivante. Une puanteur sort de la bouche, les yeux s'enflamment. La mort arrive au 7e, 9e jour. L'empereur Marc Aurelius, paniqué, fait appeler Galène. Mais même un génie de la médecine est impuissant. Il marche dans le palais avec un masque imprégné d'arômes et il laisse une description de cet enfer. Très probablement, c'était la variole. Rome devient un piège. Tous les acquis de la civilisation travaillent désormais contre leur créateur. Les thermes bondés deviennent des centres de diffusion du virus. Un malade dans un bassin en contamine des centaines. Les latrines, les marchés, les insulées étroites, partout la mort fait sa moisson. La maladie file le long des routes plus vite que les messagers. Les chiffres donnent des frissons. Au pic de l'épidémie, 2000 personnes mouraient par jour à Rome. Les équipes funéraires n'y arrivaient plus. On entassait les corps sur des charrettes et on les emmenait hors de la ville. Les nécropoles débordaient. Marc Aurelius a autorisé des enterrements de masse. En 15 ans, le fléau a fauché un tiers de la population de l'Empire. Des villages se vidaient. Les champs se couvraient de mauvaises herbes, faute de bras pour labourer. Les légions aux frontières étaient à moitié vides. Les barbares pouvaient les prendre à main nue. La peste antonine marque le début de la fin. Les systèmes d'eau et les bains publics, créés pour la santé, se transforment en chaînes de mort. L'Empire reçoit un coup dont il ne reprendra jamais vraiment son souffle. Après l'horreur de la peste, le pouvoir commence à comprendre qu'il est assis sur une poudrière, mais la réaction est tardive et faible. Les empereurs tentent parfois de remettre de l'ordre. Vespasien instaure des amendes pour l'obstruction de la cloaca maxima. Sur le papier, loi et ordre. En réalité, impossible à contrôler. Dans une ville d'1 million d'habitants, on ne pouvait pas surveiller chacun. Les gens attendaient la nuit et continuaient de jeter n'importe quoi dans les égouts, des déchets et même des corps. La garde n'en attrapait qu'une poignée, et la ville continuait de sombrer. Domitien va plus loin, en mode tyrannie. Il impose la peine de mort pour avoir jeté des cadavres dans le Tibre. Mais il ne comprenait pas, les gens agissaient par désespoir. Les pauvres n'avaient pas d'argent pour les funérailles. Il continuait donc à jeter les morts dans l'eau, simplement désormais en cachette. On a aussi essayé de réguler les termes. Hadrien impose des horaires séparés pour les hommes et les femmes. Il voulait combattre la débauche et, par hasard, a un peu aidé l'hygiène. La densité de corps dans l'eau baisse. Il y a un peu moins de saleté. Mais on change toujours l'eau rarement. C'est trop cher. Les stoïciens voyaient tout cela et s'en indignaient. Marc Aurelius écrit dans ses carnets avec dégoût « L'eau des thermes, c'est de l'huile, de la sueur, de la saleté et toutes sortes d'immondices. » Il comprenait qu'il se baignait dans un bouillon humain. Mais même l'autorité d'un empereur ne pouvait pas briser une habitude. Le plèbe continuait d'aller au bain. Il n'y avait pas d'alternative. Soit vous vous lavez dans la saleté commune et vous vous sentez citoyen, soit vous marchez en puant. Pour un homme simple, c'était une question de dignité. Puis le christianisme arrive, et par accident, sauve tout le monde. Les prédicateurs détestaient les termes non à cause des microbes, mais à cause de la nudité. La pureté de l'âme passe avant tout, proclamait-il. Les gens ont écouté. Les chrétiens fréquentent moins ces palais du vice. Les statistiques de mortalité baissent. Moins de contacts, moins de contagion. Au IVe siècle, les grands thermes commencent à se vider. Pas à cause des décrets. La mode est passée. Les barbares arrivés regardaient ces complexes comme des montagnes de pierres inutiles, y installant des écuries. Les salles de Caracalla et de Dioclétien se transformaient en ruines. L'Empire mourait. Les aqueducs se brisaient. En s'effondrant, la civilisation romaine finissait enfin par cesser de tuer ses propres citoyens avec sa propre eau. Si cette histoire vous a fait voir la Rome antique autrement, et si vous avez compris que les toges blanches n'étaient pas si blanches que ça, abonnez-vous à la chaîne. On déterre la vraie vie de l'Empire, celle qui sentait la sueur, le sang et la pourriture. Dans le prochain épisode, on s'attaque à la médecine romaine, la chirurgie sur le champ de bataille sans anesthésie, la trépanation du crâne et le traitement de la cataracte avec une aiguille rouillée. Activez la cloche pour ne rien manquer.
Rome n'est pas tombée sous les épées des barbares. Elle a été sapée par sa propre grandeur. Ils ont construit des aqueducs pour abreuver la ville et ils l'ont finalement abreuvée de poison. Ils ont élevé des thermes grandioses pour la santé et ils ont créé des usines à mort. Plus la ville devenait dense, plus les épidémies se propageaient vite. L'hygiène romaine a été un triomphe de l'ingénierie et une catastrophe de l'épidémiologie. Ils bâtissaient pour les dieux, mais vivaient parmi des microbes dont ils ignoraient l'existence. Peut-être est-ce justement cette lutte permanente pour survivre dans un environnement toxique qui a fait les Romains tels qu'ils étaient. Ils ont conquis le monde non grâce à la santé, mais malgré elle. Mais le prix a été monstrueux. Un enfant sur 2, à Rome, n'atteignait pas l'âge de 5 ans. Pas à cause des guerres ou de la famine, mais à cause de l'eau dont ils étaient si fiers. Cette grande eau romaine, pure et mortelle.